Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un peu glauque. Je vais vous parler des frères Menendez. Nous sommes le 20 août 1989 à 23h47. Le 911 reçoit un appel inquiétant. Je vous passe l'appel. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response. 722 North Elmore Park. What happened? Hey, stay there, I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay, hang on. Let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door and my brother. Quand les policiers vont arriver sur les lieux, ils vont trouver les deux jeunes hommes, un complètement recroquevillé, genre en mode fœtus sur la pelouse, et l'autre jeune homme en pleurs, etc. Mais il va pouvoir parler un peu plus avec les policiers. Donc celui qui est recroquevillé dans un coin, c'est Eric, et celui qui a un peu plus de facilité de parler, c'est Lyle. Lyle qui était au téléphone avec le 911. Donc la première équipe sur place va sécuriser les lieux. Donc ils vont juste vérifier qu'il n'y a personne et que ça peut mal. Donc que les auteurs du crime ne sont plus là. Pensant que ce sont des gens extérieurs qui ont tué les victimes. Donc ils vont faire le tour et vont se dire bon ça va, ok ça a l'air bon, je pense qu'il n'y a plus personne dans la maison. Nous allons pouvoir envoyer une équipe d'enquêteurs à l'intérieur. À ce moment-là, il y a plein de voitures de police qui viennent en renfort parce que il y a de quoi. Lyle et Eric vont être interrogés, mais c'est Lyle qui va répondre et il va dire donc que ses parents ont été tués. Quand il est rentré, il les a vus morts et il a appelé le 911. Ça, c'est sa version. Je vais vous montrer ce qu'une des équipes de police a trouvé sur place. En fait, ils ont filmé. Ils ont la cam là et ils ont filmé tout ce qu'ils ont découvert dans la maison. Donc nous avons les vidéos, donc je vais vous montrer. Évidemment les corps sont un peu floutés, mais si vous souhaitez des photos des corps, vous pouvez me contacter en privé, je les ai, je peux vous les montrer. Donc ils entrent d'abord dans le hall qui est assez grand. Là, il y a quelques vêtements par terre. Un petit peu partout, en fait, dans ce grand hall d'entrée. Puis ils entrent directement dans le salon. Comme vous pouvez le voir, la télévision est encore allumée. Et là, il fait le tour du salon et il voit les corps de José et Kitty. Je vous ai mis aussi l'image où on embarque les corps. On va quand même s'intéresser aux victimes. Qui étaient-elles? Il s'agit de José et Kitty Menendez. Lui était comptable et elle institutrice.
Je vais vous passer quand même les détails de leur adolescence, etc. Bon, ils se rencontrent, ils sont amoureux, ils s'installent d'abord à New York. Ils vont avoir un premier enfant qui s'appellera Lyle. Il va naître le 10 janvier 1968. Quelques mois plus tard, José va être muté dans l'Illinois. Donc toute la petite famille va déménager là-bas. Il va se faire virer et il va trouver un poste dans une entreprise de location de voitures qui s'appelle Hertz. Tout le monde connaît, je crois. Cette fois, le poste est dans le New Jersey, donc rebelote. Et voilà qu'il déménage dans le New Jersey. Le 27 novembre 1970, c'est au tour d'Eric de naître. En 1973, José va être promu comme directeur financier de chez Hertz. En 1979, il va en être le directeur général. Ça donc seulement à 35 ans. Le couple va rapidement battre de l'aile. Kitty ne va pas supporter d'avoir abandonné sa carrière pour être mère au foyer et elle a l'impression que José l'écrase et en plus elle le soupçonne d'être infidèle. Concernant José, c'était quelqu'un d'horrible en fait, c'était quelqu'un de tyrannique, un maniaque du contrôle, aussi bien à son boulot que chez lui. Donc en fait c'était vraiment une personne insupportable et un père vraiment horrible. Donc en fait déjà il faisait une différence entre sa relation avec Lyle, donc le premier-né, l'aîné, et Eric, c'était pas du tout la même. Donc avec Lyle, eh bien, il lui met encore plus de pression parce que c'était le premier. Donc il fallait qu'il réussisse absolument dans tout. Donc il avait une pression de malade. À ses 4 ans, par exemple, il l'a forcé à faire de la natation. Mais quand je dis qu'il l'a forcé, c'est 3-4 fois par semaine, il devait faire de la natation. Et c'était pas s'amuser dans la piscine, non, c'était allez, compète, à 4 ans. Et il lui mettait la tête sous l'eau pour lui apprendre à avoir de l'endurance, on va dire, dans l'apnée. Toutes des choses comme ça, vraiment incompréhensibles. Ensuite, après ça, vu qu'il n'excellait pas dans la natation, eh bien, il l'a mis au football. Et là, pareil, il se débrouillait bien, mais il n'excellait pas. Son père, du coup, lui mettait une pression de malade. Et il aimait bien, mais sans plus. Il ne pouvait pas se faire d'amis non plus dans son équipe parce que son père pensait que s'il avait des amis, eh bien, il ne serait pas assez concentré et il ne serait pas assez compétitif. Et après, donc, la natation et le football, eh bien, il l'a forcé à faire du tennis. Bon, alors, heureusement, il a apprécié de jouer au tennis et du coup c'est devenu une passion, mais là aussi c'était abusé et c'était 4 fois minimum par semaine, plus les week-ends, plus l'école. Donc il faisait que ça quoi, école, tennis, il avait une alimentation stricte à respecter, etc. Eric dut aussi jouer au tennis, mais avec quand même moins de pression que son frère. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont grandir avec cette pression et ce stress et ils vont devenir des adolescents angoissés. Voilà, ils vont devenir angoissés et Eric va même être un peu dépressif. En 1985, Kitty va découvrir que José l'a bien trompée, et pas qu'une fois apparemment, et donc va décider de partir quelques jours. Finalement, elle va se rendre compte qu'elle ne s'en sort pas sans lui, et que sa famille est trop importante, et du coup, eh bien, elle va revenir au domicile. Elle va sombrer, mais complètement dans la dépression et l'alcoolisme. José va trouver un autre job chez Live Entertainment, enfin un truc comme ça, en Californie, et donc ils vont à nouveau déménager. Lyle, qui était à l'université de Princeton, va rester là, alors qu'Eric va aller à l'école là en Californie. Eric aura une espèce de fascination pour son frère et du coup il sera un peu pointé du doigt par ses camarades à l'école. José et Kitty vont acheter une magnifique villa en Californie et Kitty va vouloir la rénover. En fait ça va lui faire du bien aussi d'avoir un but, quelque chose à faire autre que d'élever ses enfants et du coup elle va s'y mettre à fond pour cette maison. Alors Lyle ne va pas briller du tout à l'école, donc à Princeton. Il va d'ailleurs être viré pour tricherie. Et son père va faire des pieds et des mains pour qu'il puisse réintégrer l'école, mais rien n'y fera. Eric, lui, va se passionner pour l'écriture
et il va écrire un scénario un peu particulier avec son ami Craig Signaleri. Donc, le film raconte l'histoire d'un fils qui va tuer ses parents pour toucher l'héritage. Coïncidence? Prémonitoire? Sans doute. En 1988, eh bien, ils vont vivre tous très très bien parce que José va ramener plein de blé à la maison. Et les gosses, à un moment donné, vont s'ennuyer, ils vont faire des bêtises, ils vont aller voler des bijoux dans les maisons voisines. Ils étaient dans un quartier assez chic, donc c'est toutes des grosses baraques. Et donc voilà, ils vont voler des bijoux, etc. Donc c'est José qui va devoir ramener une partie des bijoux et puis payer le reste. Là, il va s'en tirer sans rien avec le casier vierge parce que son père va vraiment insister là-dessus pour qu'il puisse continuer ses études. Et Eric va s'en tirer avec quelques heures de travail d'intérêt général. Ils vont donc quand même être obligés de suivre une thérapie psychologique. Puisqu'ils vont être mal vus dans le coin, eh bien ils vont déménager, ils vont aller à Beverly Hills. Ils vont louer une villa magnifique dans un quartier très huppé. Kitty va mal le prendre parce qu'elle s'était enfin fait des amis dans le quartier et là elle doit à nouveau tout lâcher pour aller ailleurs où là elle ne connaît personne et elle a très difficile. Et José va travailler pour une autre boîte de production de films. Et donc voilà un peu où nous en sommes quand cette histoire commence. Donc maintenant je vais vous parler de l'enquête. Revenons donc à cette fameuse nuit. Ce qui s'est passé, donc les policiers sont allés sur place comme je vous ai montré. Et voilà, je vous préviens, ce sont des faits très très glauques. Alors, les personnes sensibles, abstenez-vous parce que ce que je vais raconter, c'est quand même assez dark. Donc, en fait, les enquêteurs, ils étaient par deux à chaque fois. Ça se fait en général comme ça. Eh bien, il a fallu qu'un tende un parapluie pendant que l'autre cherchait des preuves et tout. Parce qu'il y a des morceaux de chair qui tombaient du plafond. Et ils entendaient le bruit, tac, 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 comme ça. Ouais, c'était les chairs qui tombaient du plafond. C'est dégueulasse. Alors aussi, autre fait complètement répugnant, eh bien quand ils ont voulu déplacer le corps de José, le cerveau a foutu le corps du crâne. Voilà, ils ont dû le remettre pour embarquer le corps. Eric va appeler son coach parce que c'était une personne très importante pour lui. Ils avaient un lien assez fort et donc il va l'appeler pour lui dire que ses parents sont décédés et le coach va arriver sur place pour soutenir Eric et Lyle. C'est le détective Leslie Zoller qui sera en charge de l'enquête. Donc il va arriver sur place et là il va se rendre compte que ça n'a rien en fait d'un cambriolage. Il y a rien qui tient, il n'y a pas de traces d'effraction, il ne manque pas d'objets, tout n'est pas tout retourné comme si voilà, il y a juste du désordre habituel en fait. Donc les policiers vont emmener Lyle et Eric au commissariat pour les interroger. Comme témoins bien sûr, ils ne sont absolument pas accusés à ce moment-là. Eric sera en état de choc, donc il va se lever, il va marcher, il va pleurer, il va se rasseoir, enfin intenable. Par contre, Lyle est beaucoup plus calme et posé, et du coup les policiers vont pouvoir l'interroger. Et comme ce n'était pas obligatoire à l'époque, eh bien il n'y a aucun des flics qui a pensé à prendre les traces de poudre sur les bras. Ils l'ont pas fait. C'était pas obligatoire et bon pour eux, non, les fils ce sont des victimes, ils sont malheureux donc. Ils n'ont rien à voir avec ça, donc on ne fait pas ce prélèvement-là. Erreur. Pendant l'interrogatoire, les jeunes vont livrer le déroulement de leur journée et de leur soirée. Donc le matin, ils commencent leur journée par une partie de tennis, comme souvent, et ensuite ils vont regarder un match à la télé. Au début de l'après-midi, ils vont faire des emplettes au Beverly Center, donc c'est un centre commercial. Ensuite, vers 20h, ils vont à Westwood Village, au cinéma. Ils devaient voir James Bond, 007, je sais pas quoi. Et finalement, ils ont changé d'avis et du coup, ils ont été voir le dernier Batman. Ensuite, ils devaient se rendre à un festival culinaire qu'un de leurs amis organisait. Ils devaient rejoindre un autre ami. Alors déjà, ils sont perdus sur la route, disent-ils aux policiers. Ensuite, ils ont quand même retrouvé le chemin, donc ils sont arrivés au festival, ils n'ont pas vu leur ami, et ils sont repartis.
sonnent à leurs potes en disant « Ouais mec, t'es où? On est venu, on te trouve pas. Rendez-vous à la Cheesecake Factory de Beverly Hills. » Mais avant, en fait, ils doivent repasser chez eux pour chercher la fausse carte d'identité d'Eric. Parce que sinon, il ne peut pas boire de l'alcool. Une fois arrivés chez eux, ils disent remarquer de fumée qui stagnait dans la maison. Ils disent qu'ils pensent que ça vient d'une fusillade. Là, ils découvrent les parents et appellent le 911. Ce qui va sembler bizarre à l'inspecteur, c'est que en fait la fumée comme ça quand il y a des tirs, eh bien elle reste pas longtemps dans l'air. Donc eux ils sont arrivés, ça voudrait dire qu'ils sont arrivés directement après la fusillade. Or il y avait plus personne d'après donc ceux qui disent. Donc en fait c'est pas possible qu'ils aient vu cette fumée. Donc déjà là ça va titiller un petit peu l'inspecteur. Ils vont aussi dire que leur mère était complètement parano ces derniers temps, qu'elle verrouillait les portes, etc. Et quand les policiers vont leur demander « Mais est-ce que vous avez une idée de qui pourrait en vouloir à vos parents ?» Et là, ils vont dire un truc bizarre, ils vont dire « Oui, peut-être la mafia. » Du coup, les policiers vont ne pas trop y croire, mais ils vont quand même enquêter, c'est leur job, ils ont une piste, il faut la suivre. Donc ils vont enquêter du côté d'une éventuelle relation entre José et un gang ou autre chose, parce que certains de ces films traitaient du porno, par exemple. Donc du coup, ils se sont dit peut-être qu'il y a des trucs louches là-dedans. Évidemment, ils ne vont rien trouver. Hein. Que nous dit le rapport du légiste? Tout d'abord, pour José, il y a une plaie béante à l'arrière du crâne, plus une déformation du visage à la suite de multiples fractures. Il a le cerveau pulvérisé, d'où à mon avis les morceaux que j'expliquais tout à l'heure. Il a de nombreuses plaies sur les bras et il a reçu un coup au genou. Il a de la suie au niveau du crâne, ce qui fait penser que il a été tiré dessus à bout portant. Alors Kitty, elle, est vraiment arrangée, donc elle a sa joue percée, des dents plus un morceau de sa langue arraché, elle a plusieurs plaies au bras, et elle a un trou dans la main, donc complètement déformé avec un gros trou, donc sur la paume de la main, ce qui indique en fait qu'elle a fait comme ça. Comme pour se défendre. Ça ne sert à rien, évidemment. Voilà, donc elle a essayé de protéger son visage. Et elle a eu aussi un coup de feu dans le genou, mais qui aurait été tiré d'un autre angle. Ce qui laisse supposer qu'il y a un deuxième tueur. Et elle a aussi des plaies à la jambe. Une des plaies contient de la chevrotine. Donc la chevrotine, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites balles de plomb en fait. Ce sont des petites balles de plomb, c'est souvent utilisé pour la chasse. Donc elle a reçu plus de 3 coups de feu dans le visage. Personne ne voulait vraiment qu'elle y passe. Hein. Et je crois qu'en tout, c'est 16 coups de feu qui ont été tirés. Le 25 août 1989, les frères vont organiser une cérémonie pour leurs parents. Ils vont arriver avec 1 heure de retard. 4 jours plus tard, c'est l'école de Princeton qui va organiser une commémoration. Et je crois qu'il y a encore une 3e cérémonie à laquelle eux ne vont même pas aller. Je ne sais plus où c'est. Et donc après, à partir de là, en fait, ils vont commencer à claquer leur pognon parce que beaucoup de fric et ils ne savaient pas quoi en faire. À savoir que la fortune de leurs parents est estimée à 14 millions de dollars. Voilà, c'est quand même une grosse somme, donc même si on déduit les frais, etc., il leur reste quand même une très grosse somme. Et là, ils vont claquer leur fric, ils vont acheter des voitures, ils vont acheter des Rolex. Là, il va créer son entreprise. Là, il va y mettre ses amis, du coup, ça va pas fonctionner parce qu'il n'y en a aucun qui était dans les affaires. Donc voilà. Ensuite, il va racheter un café, puis là, ça ne va pas fonctionner, donc il va le transformer en établissement qui vend des ailes de poulet marinées. Le voilà posant devant son établissement. Eric, lui, va tenter de percer dans l'événementiel. Il va investir une somme de 40 000 $ dans un concert. Des concerts qui n'aura jamais lieu, et le gars va se tirer avec le flouze. Et du coup, il va se concentrer dans le tennis. Il se dit, ça, je sais faire. Autant y aller à fond, quoi. Mais évidemment, toutes ces dépenses, tous ces projets, ça va intéresser les policiers parce que ça va pas passer inaperçu, ça. Et les enquêteurs vont aussi découvrir que les frères ont voulu faire disparaître le dernier testament
de José qui déshéritait ses enfants. Voilà. Et donc, vu qu'il a disparu, en fait, on ne sait rien faire. On n'a pas de preuves. Le 24 octobre, Zoiler va interroger Eric, parce que Lyle est à l'étranger, si je me souviens bien. Donc, il va interroger sur les fameux testaments, et Eric va nier complètement l'existence du Nouveau Testament. Et il va voir évidemment que Eric est en stress. Il y a des expressions et des positions qui ne louent pas, surtout quand ils sont dans le métier depuis longtemps. Voilà, donc il sait qu'il tient vraiment quelque chose. Le 31 octobre, Eric va aller voir son psy parce qu'il se sentait vraiment trop mal dans sa peau. Et donc il va aller voir le docteur Oziel. Et en fait, il va lui confesser les meurtres. Donc voilà, ce jour-là, il va tout dire. En pensant évidemment que le psy n'irait jamais rien révéler. Il va lui dire que en fait, il ne supportait plus l'autorité excessive, le contrôle strict de son père, et aussi le fait qu'il voulait les déshériter. Ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, etc. Donc en fait, c'est un mélange de plein de choses qui font que qu'ils aient tué leurs parents. Mais il y a encore d'autres choses que Eric ne va pas dire à son psy. Et ça, je vous raconterai plus tard. Il va également confier à son psy que donc, il fallait absolument arrêter son père parce que ça ne pouvait plus continuer. Et donc, ils sont allés acheter 2 fusils à pompe et qu'ils les ont balancés après sur la route pour aller à la Cheesecake Factory. Ils se seraient changés dans une station essence avant de rentrer et d'appeler le 911. Là, le psy va lui dire d'appeler son frère et Eric va appeler son frère et là, il va débarquer, mais furax, quoi, chez le psy. Il va arriver tellement furax chez le psy à cause du fait que son frère ait révélé leur secret qu'il va être agressif envers le psy et va le faire flipper. Et là, vous pensez que le psy va les dénoncer? Mais en fait, non. Et il va leur dire de venir le 2 novembre et cette fois-là, alors, il va les enregistrer. Il ne veut pas les dénoncer. Ça s'arrête là. Le 17 novembre, Zoiler va interroger Craig Signorelli, donc l'ami d'Eric avec qui ils ont écrit le scénario où l'étudiant va tuer ses parents. Il va donc raconter que quelques semaines après les meurtres, Eric est passé le voir et qu'ils ont discuté et qu'Eric lui a dit « Ouais, tu veux savoir comment ça s'est passé ?» Donc il lui a dit que quand les frérots sont rentrés pour aller chercher la carte d'identité, Lyle est allé prendre les 2 fusils et avec un regard dur, il va dire à Eric « On le fait ». Donc en fait, Lyle va tirer directement sur José et quand c'est au tour d'Eric de tuer sa mère, eh bien il ne peut pas, il est pétrifié, il n'y arrive pas. Lyle va également tirer sur Kitty, elle va s'effondrer. Et du coup, eh bien, Eric va la croire déjà morte et il va lui tirer dessus. Ensuite, après son récit, eh bien, Eric va dire à Craig, ça aurait pu arriver. En mode, ouais, ça aurait pu arriver, mais en fait, j'ai rien fait. Hein. Comme si c'était encore un scénario qu'il avait écrit pour un film, quoi. Les enquêteurs vont quand même chercher après les armes. Mais après des mois de recherche, eh bien, non, ils ne trouvent rien. Le 5 mars 1990, l'enquête va se débloquer d'un coup. Et en fait, très simplement, car quelqu'un va venir parler à Zoiler en lui disant « Voilà, je sais telle et telle chose. » De qui s'agit-il? Est-ce le psy? Eh bien non, il s'agit de cette femme qui est Jude Allen Smith. En fait, c'est la maîtresse du docteur Oziel. Et en fait, elle a écouté l'audio de la thérapie des garçons et elle a vraiment eu peur et elle s'est dit qu'il fallait vraiment qu'elle dise ça aux flics. Parce qu'en fait, dans un des audios, on entend Lyle qui dit que maintenant, il est nécessaire de se débarrasser de tout le monde, donc du docteur et de sa meuf, et voilà. Le 7 mars, Lyle est à Los Angeles quand il va apprendre que Zoiler est passé à son entreprise et a demandé à le voir absolument. Donc là, il se dit... ça pue, donc il va demander à son ami de prendre la carte de l'avocat, le flouze. Il dit voilà, tu vas en avoir besoin car je vais être arrêté. Le 8 mars, Zoiler va perquisitionner le bureau du psy. Là, il va récupérer 17 audios et 7 pages de notes. Tout va être mis sous scellé et apporté au tribunal de Santa Monica.
Là, le jury devra décider si c'est recevable ou non. Tard, vers 13h, Lyle et ses amis prennent la voiture d'Eric pour faire une virée à la Cheesecake Factory. Les policiers l'attendaient en embuscade et ils vont donc l'arrêter. Eric, lui, est en Israël pour tenter de récupérer son fric que son ex-partenaire a pris. Ils vont donc devoir se contenter de Lyle pour l'instant. Peu de temps après avoir arrêté Lyle, la procureure Ira Reiner va tenir une conférence de presse et là elle dira que le mobile est déjà suffisant car 14 millions de dollars c'est une somme très importante et c'est un mobile déjà suffisant pour les meurtres. Elle dira même que si les faits sont avérés, eh bien ça pourrait conduire les frérots au couloir de la mort. Dès qu'Eric apprend l'arrestation de son frère, il va se rendre chez sa tante à Miami. Celle-ci va contacter Zoller pour lui dire qu'elle promet qu'elle va ramener Eric car il veut se rendre. Le 11 mars, donc, Zoller récupère Eric à l'aéroport de Los Angeles. Il va d'abord le placer en garde à vue et ensuite il va aller à la prison du comté de Los Angeles. Zoller va reprendre la recherche sur les fusils afin de lier les frères Menendez au meurtre grâce aux fusils. Ils vont donc se taper toutes les armureries de San Diego et là, bingo. Ils vont trouver l'achat de 2 fusils sous le nom de Godreau. Et en fait, c'était un ancien ami à Lyle qui avait ce nom-là. Donc, il a utilisé le nom de son pote pour pouvoir acheter les fusils. Mais c'était facile à comprendre et à relier, en fait. Et comme celui-ci était à New York au moment des faits, eh bien, il est clair que ce n'est pas lui qui a pu acheter les fusils. Une demande d'ordonnance va être faite pour pouvoir comparer les signatures. Donc les signatures du registre de l'armurerie et les signatures de Lyle et Eric. Alors dans un premier temps, la famille des frérots, elle va les soutenir aussi bien du côté de la mère que du côté du père. Ils vont se dire c'est pas possible, ils sont innocents, jamais ils n'auraient pu faire ça. Donc ils vont les soutenir et engager des ténors du barreau pour les défendre. Pour défendre Eric, ce sera Leslie Abramson qui sera choisie. Pour défendre Lyle, ce sera Jill Lansing. L'audience préliminaire aura lieu le 26 mars au tribunal de Beverly Hills. Elle sera présidée par la juge Judith Stein. Lorsque les bros rentrent dans la salle, ils vont être tout sourire. Ils vont se dire bah c'est bon, on va sortir le jour même, hein, ils vont rien pouvoir prouver. Je suis pas sûre. Ils vont plaider non coupable, donc tous les deux. Et du coup, ils vont se retrouver en détention provisoire et sans caution. Vu qu'ils ont largement les moyens et qu'ils peuvent s'enfuir, eh bien, pas de risque. Non. Au trou direct. Alors, il va y avoir toute une affaire avec les cassettes audio. Tout d'abord, le 6 août 1990, elles vont être reconnues recevables pour le tribunal. Mais ensuite, en mars 1991, la cour d'appel va annuler cette décision. Les audios vont être rendus publics et là, c'est la stupeur dans la famille. Le choc total. Et le 4 juin 1992, eh bien, la cour va décider de ne garder que les enregistrements des notes du psy, qui seront prises en compte et utilisées lors du procès. Le procès va débuter en juillet 1993 et là, les frères seront jugés par 2 jurys différents pour qu'il n'y ait pas forcément les mêmes peines si besoin. Le procès va être surmédiatisé et il va être diffusé sur Court TV. Alors je vous ai préparé toute une partie du procès, pas tout évidemment car c'est extrêmement long. Voilà, je vous ai préparé une petite vidéo là-dessus. En 2 mots, en fait, voilà, les frères se sont défendus en disant qu'ils avaient été maltraités par leurs parents et qu'ils ont été abusés sexuellement par leur père. Au début, personnellement, je me suis dit, ouais, c'est encore une invention pour excuser leurs gestes. Voilà, pour qu'on ait pitié d'eux, et voilà. Mais au final, quand on entend tout, personnellement, je les crois, je ne sais pas. Donnez-moi votre avis, mais moi, personnellement, j'ai du mal à ne pas les croire sur ce coup-ci. La défense ne va pas nier les faits. Là, cette fois-ci, oui, ils diront qu'ils les ont bien tués, mais
Par contre, la raison sera très importante. Parmi les témoins, il y aura le docteur Oziel et sa compagne. Je vais vous faire un résumé pour ceux qui n'ont pas envie de voir l'interview des frères, qui est pourtant très très intéressante. Mais bon, je vais vous faire un petit résumé. Donc, ils vont expliquer que quelques jours avant le décès, en fait, Eric va avouer à Lyle que son père abuse encore de lui. Ça fait des années que ça dure et il n'en peut plus. Vraiment, là, il est à bout. Et du coup, son frère va péter un plomb parce que lui-même a été abusé sexuellement par son père quand il était plus petit. Avant que son père ne passe à l'autre frère. Oui, c'est dur. Et donc là, il est allé trouver son père en lui disant que c'était quand même grave et qu'il fallait qu'il arrête. Qu'il fallait qu'il arrête ça tout de suite. Et là, son père a pété un plomb. Il lui a dit qu'il n'avait pas intérêt à le dire à qui que ce soit, que jamais il ne le laisserait parler. Donc, il a menacé son fils. Et Kiki n'était pas mieux. Non seulement elle savait ce que son mari faisait à ses enfants, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, mais en plus, elle a enfermé Eric dans une armoire, elle prenait en photo, elle faisait vraiment des trucs chelous aussi, elle dormait avec eux à poil, et un peu avant, donc genre une semaine avant les meurtres, elle aurait frappé Lyle et lui aurait elle lui aurait arraché son postiche. Oui, il portait un postiche. Son père lui en avait acheté un parce qu'il avait une calvitie très avancée depuis ses 14 ans. La preuve qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Et du coup, les frères vont parler ensemble de tout ça et ils vont se dire tous les deux, franchement, ça ne peut plus continuer, ils n'en peuvent plus. Cette terreur, cette pression, c'est beaucoup trop pour eux. Il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Donc, ils vont prendre la décision d'aller acheter les fusils. Principalement pour se défendre au cas où, du moins c'est ce qu'ils disent, principalement pour se défendre au cas où le père essayerait de les tuer. Mais même s'ils nient, peut-être qu'en fait ils avaient quand même acheté les fusils dans l'intention de tuer leurs parents, tous les deux. C'est au tour des jurys de délibérer et donc là, ça va prendre 16 jours pour qu'au final ils ne sachent pas se mettre d'accord. En tout cas pour Eric. Pour Lyle, ça va prendre 25 jours. Et là, pareil, ils vont pas réussir à se mettre d'accord. Donc, le procès est tout simplement annulé et il faut en refaire un autre. Alors, pour ce deuxième procès, ce n'est pas le docteur Oziel qui sera demandé à la barre. Par contre, ils vont passer les audios. C'est le docteur Park Elliott qui va l'examiner. C'est le même psy qui s'est occupé de Jeffrey Dahmer. Et il sera entendu pour démonter en fait les histoires d'abus des frères Menendez. Il va vraiment insister sur le mobile pécunier et il va démonter l'histoire des abus en disant que si c'était vrai, eh bien il n'aurait eu aucun mal à en parler aux psy alors qu'ils ont bien parlé des meurtres sans problème. Ce qu'on sait aujourd'hui, en fait, c'est faux ça. Les victimes peuvent réagir des années plus tard. Ils peuvent ne pas en parler tout de suite, même à un psy, tellement ils ont honte et tellement on leur a appris à avoir peur et à ne surtout pas en parler. Eric va persister sur les abus et son avocat va vraiment insister aussi là-dessus et aussi sur son état psychologique. À ce moment-là, il était en dépression et il était en état de choc. En état de choc, c'est un choc post-trauma en fait, suite à tout ce qu'il a vécu. Le procès va se terminer le 29 février 1996 et le 1er mars, le jury va se réunir pour délibérer. Après seulement 4 jours, ils seront déclarés coupables de meurtre au premier degré avec préméditation. Le 2 juillet 1996, le juge prononcera la même peine. Ils vont demander à faire appel, mais ça va être refusé. Aujourd'hui, ils purgent toujours leur peine à la prison de San Diego. Ils ont été réunis dans la même prison en 2018. Ça faisait 22 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Le 2 juillet 1996, donc le jour où ils ont connu leur peine, Lyle s'est marié en prison avec une mannequin suédoise, Anna Eriksson. Ils s'écrivaient régulièrement et puis ils sont tombés amoureux comme ça. En 2001, elle va découvrir que Lyle écrit à d'autres femmes
en prison et du coup elle va demander le divorce. En 2003, il va se remarier avec une autre femme qui s'appelle Rebecca Smith. C'est une rédactrice en chef d'un magazine. Et ils sont d'ailleurs toujours ensemble maintenant. Eric, lui, va rencontrer Tammy Roots Sakoman, qui était encore mariée lorsqu'ils s'écrivaient. En 1997, elle va perdre son mari qui va se suicider. Et elle va épouser Eric le 12 juin 1999. Je vais vous laisser maintenant avec des images du procès et une interview. Alors pour mes sources, il s'agit tout d'abord de ce livre-ci. Voilà, qui est écrit par Stéphane Bourgoin et Philippe Aurineck. Aurineckl, je sais pas comment on dit. Là, je ne conseille pas le livre parce que honnêtement, il n'y a qu'une petite partie qui traite du sujet. Le reste, ce sont des autres histoires, donc un peu déçue. Mais voilà, le contenu n'est pas trop mal, mais très à charge. Alors, mes autres sources, eh bien, tout simplement la chaîne Menendez Case sur YouTube et la chaîne Court TV sur YouTube également. Voilà, donc je vous laisse avec les images du tribunal. Et en premier, c'est le cousin d'Eric et Lyle qui est interrogé. Et cette personne-là, en fait, Eric avait posé des questions quand il était jeune. Et donc, il lui avait dit, en quelque sorte, ce qui se passait. Voilà. Donc, je vous laisse avec toutes ces images. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils ont fait ça pour le fric? Ou est-ce qu'ils ont fait ça, en fait... avec toutes les explications qu'il donne. Est-ce que vous les croyez ou pas? Bye. Well, he told me his father was massaging his... He used that word? Yes, he did. He wanted to know that if this happened to every kid. I do remember very specifically was him asking me to make a promise to him never to reveal that to anybody. Did you and your brother kill your mother and father? Were there episodes of sexual activity with your father over that last summer? Yes. And how did it start? We would have these talks, and he would show me, and he would fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would touch him, and we would undress. Why did you kill your parents? Because we were afraid. Do you have a lot of nice memories from your childhood? No. Did you do something to your brother? Yes. What did you do to your brother? I took him out to the woods. Whenever I felt, I don't know, I took him out sometimes, and I took a toothbrush also, and I played with Eric in the same way. And I'm sorry. Describe your relationship with your father. Brutal, painful, torturous. And yet I thought that he was the most powerful and brilliant person I had ever met. I was his firstborn son. That was very important to him. And my bond with him was, I thought, strong because we had been through so much together. But it was difficult to see the things that were going on. And, things that were going on, that is, when you learned that he was sexually molesting your brother? He had sexually molested me before I was a teenager, and it was a much different experience than Eric's. Because you were little? Because I was little, I guess. Why didn't you run away? I wish that I could have. I tried to run away when I was 12, and my father found me. He caught me and said, if you ever run away, I will kill you, I will find you, and I will kill you. Do you love your mother or like your mother? I loved my mother, and I tried to help her. My mother was a person in a lot of pain, and she was alcoholic, and she was suicidal. Did she know about the abuse, the sexual abuse? She knew. And didn't do anything? She knew, and it doesn't seem that she did anything. I think that you two are spoiled brats, that you are evil, that you are monsters. What do you say to them? That's not who I am, but
I can't defend that. Because I came from a family of wealth, it doesn't make me spoiled. I would be surprised if anybody that was present at that trial and saw the whole thing rather than snippets on the news would feel that. A jury found you both guilty. Right, but I don't think you aren't guilty because they found you spoiled. Or evil. Or evil. Just a normal, I'm just a normal kid. Oh, Eric, you're a normal kid who killed your parents. Yeah, I know. And you still say you're a normal kid? Well, I didn't have normal experiences, but I am. I did that, and there's not a day that goes by that I don't think about what happened and wish that I could take that moment back or change what happened. But it's hard to live with that. Do you feel remorse? Tremendous remorse. And I think... There's tremendous pain. I mean, from the second that I got back to the house after the shootings, I saw what happened and I said, this is wrong. This is awful. How could this have happened? I couldn't accept it. Like you were able to tell your psychologist that you had killed your parents, but you were not able to tell your psychologist that your father had abused you? Unless you've been molested, you can't realize how hard it is to tell. Because of shame? Because of shame. What about spending the money? You know, cars, watches, invested in businesses, the good life. Well, it was the same life before or afterwards. With more money. With more money, but I didn't know what to do with the money. It got to a point where I have all this money and so much pain, I don't know what to do with it. You went to your psychologist, Dr. Oziel, and told him that you had committed this crime. It got to a point where I could no longer live. I felt that I was the worst person on earth, and I needed help. You know, for me, emotionally being in prison conditions was really not, emotionally was not a shocking difference from the life we had lived, because we lived really a very stressful, fearful life. And to me, it was kind of like, I felt I should be punished. And it didn't feel good, but there was a part of you that feels like... That's right. You murdered your parents that night. First thing that comes to mind is terror. I was so afraid. A few days before, I had said to myself, I'm never going to let my father touch me again. After I told Lyle that it had been continuing on, before the shootings, my dad told me to get to my room and that he would be there in a minute, and he was going to come up and there was going to be sex, and it was like an explosion in my mind. But you'd bought the guns. It wasn't something that just happened that moment. You'd thought about it. No. You bought the guns in advance. They just weren't in the house. Yes, we bought the guns in advance. So this didn't just happen that moment. We bought the guns. There was a series of confrontations and blow-ups in the house. My dad, when it first was revealed that I had told Lyle about the secret, my dad said to Lyle, you're going to tell everyone, and I'm not going to let that happen. Take me through your mind, Lyle. I cannot separate and say this is why this happened. My father was threatening us, and so there was fear, but there was there was anger on my part, and my mother was aware of and had allied herself with my father, and there was a great deal of confusion. This happened all in just 3 days, and I wish I'd give anything to just turn back that one page of my life. The other big question. You killed your father, who was molesting you. Why did you kill your mother? On Thursday night before, in one of the explosions, I was running downstairs and I was crying, and my mother was on the couch and she had been drinking, and she said, what's wrong with you? And I said, nothing, you wouldn't understand. And she said, oh, I understand. What do you think, I'm stupid? And
And she told me that she knew, that she had known all my life what my father was doing. And it was like I didn't even know who she was anymore. And I just saw Dad and Mom as the same person at that point. I saw them as a single person. And really the first time that this secret about what was happening with Dad and Eric was discussed openly in the family in a very angry way. I don't know about Eric, but I completely lost control myself. And in that time, I didn't separate. I knew my mother and my father. It was just adrenaline and fear and anger. I lost control. There is no explanation. But you had thought about this earlier because you had bought the gun several days before. We knew that this could end, a violent confrontation could occur because my father had threatened my life. You still think your father would have killed you for revealing the secret? You both still feel that? There's no question. Really? I still believe that. I don't believe that he was in the process of killing us that moment, that evening. Yeah. But and I don't think that it might seem, because there are so few cases that come to the public's attention like this, that this has never occurred ever before in the country. And in fact, there are over 200 parricides a year that involve incest families. And so, I felt it completely then, and now I believe that, but I would not shoot my parents now, no matter what. How now would you have resolved it? Now, almost 7 years later? What do you think you should have done? I would have never told. I got Lyle into this. I went to him and I said, Lyle, I can't live anymore with what's going on, and got him involved. He was a way to go. They had bought him a condominium. He was going to Princeton. He had all the money. So it's your fault for telling your brother? It's my fault. And I got him involved and said, I need your help. And 5 days later, my parents were dead. So it's your fault? That's completely my fault. He was suicidal at the time, and it was just a last thing to reach out. And obviously who was going to reach out to. And I decided to confront my father rather than just sort of not say anything and just have Eric and I leave, which if I could go back, that's what I would do. I would just say, Eric's old enough now, he wants to leave. Have you forgiven yourself? I don't think it's possible. Lyle, are you at any kind of peace? More so than maybe Eric, because at this point, for some reason, well before the verdict, I was resigned to bad things. And I have, I think, found a place where I can look forward and try to have hope and share myself more with people. And Hope of what? Hope of living a life that I can be more proud of. How in prison? You're confined, but there must be, even just in writing, people that need help. If you can help them and convince a single person that has been through our situation that the last thing in the world they should do is act out violently, then you find meaning in your life. If you could say something to your mother and your father, I'm sure you have in your own minds, what would you say? I am so sorry. I forgive them completely for anything they have done to us. If I had one wish, it would be able to have one conversation with them or to change places with them. I can be with them and have some sort of conversation about what happened. It is one of the awful things is that we couldn't communicate that weekend, and I can't. And just that I love them, and that I believe, despite everything that happened, that they really loved us, and that things just went awry.